Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de mes vidéos YouTube Jérémy Jardinage où je vais vous présenter diverses méthodes de culture et ce que je fais un petit peu au niveau de la culture de végétaux. Donc là on va s'attaquer aux tomates. J'ai fait germer donc des graines de tomates cœur de bœuf et de tomates cerises dans des petits pots. Ensuite, je les ai rempotées dans des pots beaucoup plus gros avec donc de la terre de jardin mélangée à du terreau et à de l'engrais en petites billes. Voilà. Et donc là, on va les replanter. Donc on peut déjà voir qu'elles ont des fleurs. Donc le but, si vous voulez, au lieu de les planter en pleine terre, vu qu'on est en France et dans le centre de la France, le but de les planter et de les faire germer plus tôt, c'est d'avoir des tomates plus tôt. Ok, parce que finalement, elles ont germé et elles ont commencé à pousser au chaud, à l'abri du gel finalement du printemps et de l'hiver. Et là, finalement, les plants sont prêts. Vous voyez, ils sont déjà grands, ils sont déjà beaux et ils sont prêts à être mis en terre. Et on aura des tomates bien plus tôt dans l'année. Voilà, pour le régal des enfants et de moi-même ou de ma femme. Voilà, écoutez, je monte en haut, je vais monter les pots, et on va planter ça ensemble et je vais vous donner des petits conseils. Je me suis rendu compte que finalement le potager avait vachement poussé et pas dans le bon sens du terme, beaucoup de mauvaises herbes et tout. Donc on va déjà désherber un petit peu et après on va planter les tomates. Donc c'est parti et je vous dis bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et voilà, et un grand plaisir de vous retrouver dans ce nouveau format Jérémy Jardinage. Allez, on y va. Ok, donc je reprends le live directement depuis une plateforme externe parce que le capteur avait mal été configuré et il y avait de sacrées coupures en fait au niveau des distances des fréquences. Donc voilà, donc là je reprends les pots contenant les pieds de tomates. Alors j'ai eu une très très bonne surprise. Où dans le sens, finalement les pieds avaient super bien pris dans les pots, ils s'étaient très bien enracinés, et en effet quand les pots sont bien enracinés, ça permet de dépoter finalement le pied, mais sans que la terre parte partout, parce que les racines tiennent complètement la terre. Voilà. Donc là, évidemment, on se rend compte que le potager, finalement, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé. Donc je vais dégager toute une partie du potager, là où je vais mettre la bande de toile. À la base, j'avais mis de la paille, c'était du paillage. Mais plus maintenant. Maintenant, je mets carrément des bâches aérées, donc que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en bas si vous voulez en acheter. Et donc ce sont des bâches qui permettent justement, alors je mets un trou, hein, je coupe des trous au milieu de la bâche, et ça permet, ça permet de ne pas avoir de mauvaises herbes. Donc ça, cet outil, un très très bon outil. Alors pour ceux qui n'ont pas finalement pour retourner la terre là, des motoculteurs, cet outil est super bien. Ça vous permet de retourner la terre sans trop de difficultés. Moi personnellement, au lieu de faire une session de sport, je fais ça dans mon potager. Alors à savoir que le potager là, ça doit faire à peu près, j'ai déjà retourné la terre 2 fois dans pendant l'hiver. Donc là la terre est très facilement modelable, elle est très aérée, vous allez voir, ça va être extrêmement rapide de retourner la terre. D'ailleurs finalement cet outil vous fait travailler le cardio, il est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, au lieu de faire une session de sport là dans la journée, et vous faites avec cet outil, voilà, ça vous fait votre petite session de sport tranquillou. Voilà. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que ça retourne la terre, mais ça arrache les racines quand vous tournez. Donc il faut faire une bonne rotation, et donc ça arrache les racines, ça les enlève de la terre, et c'est très très bon. Au pire, là c'est pas très très grave, parce que finalement, là je retourne la terre, mais après tout ce truc va être bêché. Voilà, donc bâché. Il va être bâché, donc bon, au pire normalement ça ne repoussera pas.
Le but de la bâche, hein, si vous voulez, c'est de gagner du temps. Parce que finalement, un potager, c'est déjà beaucoup de temps, pas de perdu, mais ça consomme beaucoup de temps dans votre vie, et le temps, c'est quelque chose de très important. La bâche vous permet que ça ne repousse pas. Voilà, ou ça va repousser de manière très limitée dans les, on va dire dans les trous que vous avez fait pour laisser passer vos plantes, ou alors entre les bâches elles-mêmes. Mais on va dire que c'est beaucoup plus facile de s'occuper d'un potager quand il est bâché que quand il n'est pas bâché. Voilà. Et donc là, je fais juste la petite tranchée. Vous voyez, jusqu'au fond du potager, hein, je fais pas tout le potager, c'est vraiment histoire que quand je vais planter ça va être plus facile de creuser la terre quand je vais mettre les tomates, mais ça aère aussi en dessous, parce qu'après il faut savoir que la terre se durcit quand vous bâchez, quand vous bâchez, la terre devient un peu plus dure, donc c'est important quand même qu'il y ait vraiment une aération à la base. Ne bâchez pas un sol, on va dire, sans l'avoir au préalablement travaillé, quoi. Ça serait pas forcément très bon. Donc tout le jardin enfin tout le potager est grillagé à cause des poules. Comme vous pouvez voir là déjà où il y a eu les bâches installées, il y a des salades, et les poules mangent les salades. Hein, elles adorent la salade. Donc surtout il faut absolument éviter que les poules rentrent dans le potager. Après, c'est vrai qu'en plus, quand elle gratte et tout, ça peut provoquer certains problèmes. Voilà, donc là, c'est là presque à mi-chemin. Voilà. Alors, si vous voulez faire travailler les bras avec ce petit tout petit, évidemment, il faut tourner dans les deux sens. C'est bien parce que sinon, vous ne faites travailler qu'une partie musculaire. Alors je suis toujours dans le sport, hein, vous me direz, mais voilà, il faut essayer de le faire tourner dans les deux sens. Souvent on a tendance à tourner que dans un seul sens, dans le sens du bras fort, mais c'est pas forcément le best que vous pouvez faire. Donc là, en plus, très bon, la terre, finalement, ce qu'il faut comprendre pour ces tomates, c'est que la terre utilisée finalement pour les faire germer et pour les faire évoluer en pot, c'est la terre qui provient de ce même potager. C'est important que quand la plante, depuis sa naissance, soit habituée à la même terre. Parce que si vous lui faites d'un coup, elle a grandi avec une certaine terre et vous la remettez dans un potager et c'est une terre complètement différente, elle peut ne pas aimer. Autant elle peut aimer, mais autant, vous voyez, ça peut un peu la décontenancer, et voilà. C'est un peu comme un humain, d'un coup, quelqu'un qui a vécu toute sa vie en Antarctique, si d'un coup vous la foutez dans le désert, vous voyez, ça va être un peu embêtant, quoi. Elle va pas très bien le vivre. Voilà, et bon, alors là on parle pas de climat, on parle de type de terre, mais c'est pareil pour la nourriture. Quelqu'un qui est habitué à un certain type de nourriture, bon. Alors là, vous voyez, en fait, avec ce truc-là, alors là, normalement, il y a des trucs de planter, mais là, je viens de retirer un ver de terre. Et donc, alors à la base, quand je retourne la terre, il y a les poules avec moi. C'est-à-dire que quand je creuse la terre, au fur et à mesure, les poules ramassent tout ce que la terre, tout ce qu'il y avait dans la terre et de ce que j'ai remué. Alors là je le fais pas, bien entendu, toujours pour la même raison, c'est parce que là il y a les salades qui sont là, vous pouvez les voir, donc il y a des salades laitue pommée si je me trompe pas, ou des icebergs, je m'en rappelle plus, et des salades bicolores. Voilà. Mais déjà les salades, ouais, elles sont bâchées, il n'y a plus de problème. Parce qu'il faut savoir que cette terre, enfin par chez nous, hein, dans le centre de la France, la terre est très fertile. Ça pousse à une vitesse, surtout à cette saison de l'année, voilà, ça pousse à une vitesse énorme. Donc là, je viens de terminer avec quasiment la tranchée, et je vais installer bientôt la bâche. Donc la bâche achetée sur Amazon, très bien, franchement j'en suis content. Je vous dis, avant je mettais la paille de mes poules, mais le paillage c'est pas le top. Alors ça nourrit bien la terre, hein. Alors le paillage nourrit bien la terre, mais franchement le best du best c'est c'est la bâche comme ça. En plus, elles sont quand même micro-aérées, ça laisse passer l'eau. Donc voilà, donc là je viens de terminer. Voilà.
Oui, donc ça, j'ai récupéré cet outil-là, mais finalement, il est pas terrible. J'essaye de m'en servir, mais ce truc-là n'est pas terrible. On n'arrive pas à couper. En plus, le bois, si vous voulez, c'est un ancien truc que j'ai récupéré, et il y a des vrillettes dedans. J'en avais un qui était mieux, là, un truc beaucoup plus, finalement, tranchant, là. Mais justement, bah, il avait été bouffé par les vrillettes, et le manche s'est cassé, donc j'ai essayé d'utiliser ça, et là, ça marche pas. Voilà, donc bah, j'y suis allé à la pioche. Alors la pioche, c'est juste vraiment pour couper s'il restait des trucs un peu trop profondément ancrés. Voilà. Alors le but, évidemment, ça aurait crevé sous la bâche, hein, mais le but, c'est que vraiment bah, les racines soient vraiment dégagées pour plus que ça puise dans la terre. Parce que le problème, c'est que là, ça consomme des ressources. Vous voyez, le but, si vous voulez... de la bâche et du bâchage, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui pousse à part vos tomates en dessous. Alors évidemment, hormis les grands arbres qui, eux, ont leurs racines, enfin, et même les arbustes aussi, mais qui ont leurs racines qui parcourent tout, le but, c'est qu'il y ait le moins possible de choses qui poussent à côté de vos tomates. Comme ça, la terre, les seuls qui puissent dans la terre, c'est ça. Donc là, je montre les pieds de patates, mais là, on les voit pas. Les pieds de patates qui sont en train de pousser, et j'explique que finalement, les patates, c'est comme les pommes, quand elles viennent de votre potager, elles sont beaucoup plus longues à cuire, et il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur, en fait. Enfin, si vous voulez, il y a beaucoup plus de nutriments. Voilà, donc là, j'ai bien bâché le truc, et là, j'ai bien bêché le truc. Et donc on va pouvoir partir avec la bâche. Voilà. Le voilà, on peut voir sur le côté le coq. Et donc après, de toute façon, je continuerai le potager. Enfin, je continuerai l'autre tranchée quand j'aurai d'autres trucs à planter. Normalement, ça sera des concombres et des courgettes. Voilà. Donc là, on le voit pratiquement pas, mais il y a aussi des framboisiers, il y a des vignes là, il y a des groseilliers et tout. Donc voilà, nous voilà avec cette bâche. Alors, en largeur, la bâche a déjà été prédécoupée. C'est moi qui l'ai découpée sur la longueur, parce que ce sont de très longues bâches. Voilà, et donc là, bah, il n'y a plus qu'à la... Alors là, c'est ce que je mentionne, il faut faire attention, je ne vais pas la bâcher jusqu'au bout, parce qu'en fait, il y a des petits pieds de framboisier qui sont encore là et qui font de très très bonnes framboises. Et là, on voit, au niveau des orties, bah, les orties ont complètement investi le truc. Mais ces orties, on va s'en servir pour... quand on va creuser les trous pour mettre les pieds de tomates, on va mettre des feuilles d'ortie tout en dessous. Parce que c'est antifongique, parce qu'une fois que ça pourrit, c'est très nutritif. Donc quand c'est sous terre, et c'est très très bon pour les plantes de mettre, et même quand vous plantez un arbre, quand vous voulez replanter un arbre, c'est toujours intéressant de mettre des feuilles d'ortie au fond du trou. Toujours très très intéressant. Que ça soit au niveau des maladies ou au niveau nutritionnel. D'ailleurs, on connaît plutôt le purin d'ortie, et aussi tout ce qui est à base d'ortie pour nourrir les trucs. Donc en fait, j'ai pris des dalles, donc j'ai des espèces de gros carrelages, et ces carrelages vont me servir à plaquer la bâche sur le sol. Voilà, ça va me servir à plaquer la bâche sur le sol. Et ensuite, je vais mettre des grosses têtes d'épingles. Et en fait, vous savez, c'est des épingles de couture là. Je sais pas, ça doit avoir un nom spécial. Alors on m'avait donné ça et je m'en suis servi dans le potager pour fixer et pour planter les... Comment dire, les... Ouais, pour fixer la bâche en fait. Et quand elles sont repliées, comme ça le vent, parce que le problème c'est qu'après, avec le vent, ça va la soulever. Donc entre le carrelage qui est posé et les trucs là et les grosses épingles de couture, là on est bon. Voilà, donc là je commence déjà à planter. Et vous voyez, donc là, vous voyez comment le potager ça ressemble à rien, et d'un coup, vous voyez, ça commence à avoir de la gueule là. Donc voilà. Alors il faut savoir que les trous sur le milieu de la bâche ont déjà été faits. Normalement c'est à vous de les découper au cutter ou avec ce que vous voulez, mais les miens sont déjà faits, hein. Ils datent de l'année dernière. Voilà. Le tout c'est que ça reste quand même bien lisse, voilà, et surtout que la bâche ne bouge pas. Ça c'est vraiment le job.
Alors évidemment, il faut quand même mentionner ce qui est intéressant de mettre en dessous de votre bâche, c'est de l'anti-limace. Parce que vous avez les limaces et vous avez tout un tas de trucs rampants qui vont se loger en dessous. Et c'est important de mettre de l'anti-limace en dessous, comme ça vous évite que les trucs ils se reposent en dessous la bâche, du soleil et tout, et le soir ils viennent bouffer vos salades. Là c'est pas le top. Voilà. Vous voyez ces grandes épingles de couture là que je tiens? Et ben voilà. Ça, vous voyez, et donc je les plante sur les deux, je les plante sur les deux bâches, voilà. Et comme ça les maintient les unes aux autres. Et après, évidemment, je mets le carrelage pour bien que ça faire du poids en fait. Voilà. Toujours très intéressant. Donc ça, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un débutant avec cette technique. Cette technique marche. Il faut savoir que franchement, bâcher son potager, donc, ou faire du paillage, hein, à la base on appelait ça du paillage, c'est vraiment, en termes de temps, c'est... Voilà. Parce qu'un potager peut être très très chronovore. Hein. Ça, c'est un dévoreur de temps. Et finalement, ce qui augmente le coût du prix de vos tomates. Voilà, alors là, je montre la grosse épingle là, de couture. Ça, c'est vraiment le best du best. Alors, j'aurais pu prendre autre chose, des petits piquets en bois. Enfin, le bois, c'est pas conseillé parce que vous avez les trucs qui se mettent dedans. Mais bon. Donc, voilà. Oui, alors là, le son est en différé, hein, parce que finalement, le micro coupait pendant le live. J'ai eu un problème de gestion des mégahertz et de captage du truc. Je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Donc là, on va être parti bientôt pour planter. Je vais prendre une petite pelle. Et voilà. Donc là, ce sont des tomates cœur de bœuf et des tomates cerises qui vont être plantées en terre. Alors évidemment, je ne sais pas qui est qui. Je ne m'en rappelle plus, j'ai pas mis d'indication. Peut-être peut-être une erreur, on s'en fout. En tout cas, ce qui est fantastique, c'est pour les enfants. Ma petite fille et mon garçon adorent aller cueillir les tomates cerises. Voilà. Donc toujours bien fixer la bâche, parce que sinon vous avez le vent qui va tout décoller, et parfois quand il y a une tempête ou quoi que ce soit, là vous voyez il n'y a pas de vent, mais attention. Alors là il faut voir que la période finalement est excellente pour planter vos tomates, parce qu'il a plu ce matin, il va pleuvoir ce soir et encore pendant 2-3 jours. Donc là vraiment excellent pour planter vos tomates. La terre est déjà humide, ça va rester bien humide, en plus il n'y a pas de soleil, c'est vraiment terrible, là c'est vraiment pile poil le bon moment. Voilà. Allez. Donc là normalement le nombre de trous, il y a le bon nombre de trous, et c'est parti. Donc là je ramasse un nouvel outil. Petite pelle, d'ailleurs cette pelle n'a pas été très solide. On me l'a donné aussi, j'ai eu la flemme, vous voyez. J'ai eu la flemme de prendre une bonne pelle et finalement j'ai perdu du temps. Voilà, donc là vous voyez, là j'explique. En fait, pour voir si vos pieds sont bien enracinés, vous regardez en dessous du pot. Voir si les racines ressortent. Et si les racines ressortent, ça commence déjà à être pas mal. Voilà. Et donc ça veut dire que votre truc est bien enraciné, et ça, je vous dis, parce que le problème c'est que si c'est mal enraciné, si vous le faites trop vite, la terre va partir dans tous les sens, ça va pas accrocher, et finalement vous allez vous retrouver avec votre pied de tomate sans la terre et complètement à nu, et la reprise va être beaucoup plus difficile. Tandis que là, finalement, elle est déjà dans la terre. Alors il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Il ne faut pas que ça fasse un nœud et que vraiment il y ait trop de...
qu'il y ait trop de racines non plus. D'accord, c'est-à-dire que sinon vous l'avez laissé trop longtemps et la plante a du mal, elle va avoir du mal à se nourrir. Parce que finalement, le temps qu'elle va mettre pour se propager dans la terre, on va dire la terre naturelle là, du potager, non pas du pot, et ben elle va quand même pouvoir puiser dans la terre qui était dans le pot parce qu'elle n'a pas tout consommé. Vous voyez, donc elle va arriver à vivre et donc l'enracinement va se faire beaucoup plus rapidement. Donc là, je dépote et là, on remarque que c'est quasiment parfait. Vous voyez, donc là, un bel enracinement, mais pas trop. Voyez, donc là, vous voyez, là, ça reste bien compact et pourtant la terre est humide. Hein. Vous devez savoir que la terre n'est pas sèche, elle est humide. Mais voilà, la racine maintient le sol. D'ailleurs, c'est exactement le même principe pour les arbres. Pourquoi beaucoup de personnes peuvent avoir des glissements de terrain? C'est parce qu'ils enlèvent les arbres. Et les arbres, avec leurs racines, permettent justement à la terre d'être maintenue, même dans les descentes et tout. Moi, par exemple, dans ce jardin, j'ai planté énormément d'arbres. Donc, il y a alors des fruitiers, mais ce sont des arbres quand même. Et vous avez énormément d'arbres qui poussent. Comme ça évite les glissements de terrain et ça maintient le sol. Ça maintient très très bien le sol. Voilà, donc ça, c'est très très important. Ne jamais sous-estimer le bienfait des racines d'un arbre. Bien que le citadin vous expliquerait le contraire, qu'au niveau du béton, de tout ça. Mais non. Les régions où il n'y a pas d'arbres peuvent avoir de très très gros problèmes de glissement de terrain et tout. Et de mouvement des sols et tout. Les racines sont vraiment indispensables. Enfin, c'est très très important à la stabilité terrestre. Voilà. Surtout d'ailleurs si vous avez lu La vie secrète des arbres, où en plus vous comprenez qu'ils communiquent et tout ça au travers des racines. Bon, après il faudrait lire ce livre, ça s'appelle La vie secrète des arbres. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez d'ailleurs sur Amazon, que j'ai lu, et vraiment un livre où on apprend comment les arbres communiquent entre eux et s'échangent des informations au travers du système des racines et des champignons qui sont sous terre. Voilà, des filaments des champignons qui sont sous terre. C'était vraiment un livre très très intéressant, vraiment très très intéressant. Donc voilà, donc là c'est parti, on plante. Par contre, on remarquera que j'ai oublié de mettre Alors sur les deux premiers plans, j'ai oublié de mettre les orties. Vous voyez, là je le plante, mais j'ai oublié de mettre les orties en dessous. Je ne m'en rappelais plus, j'y ai plus pensé. Donc là après c'est juste les deux premiers plans, après le reste j'ai mis les orties et je m'en suis rappelé. Voilà. Alors il faut savoir que là, en plus les pieds de tomates ont déjà des fleurs. Ils sont vraiment en très très bonne santé. Je vous mettrai le lien aussi parce que franchement j'en suis très content. C'est l'engrais sur Amazon que j'ai acheté là. Vraiment top. Alors vraiment ça m'a fait... Alors je sais pas si c'est parce que c'est la terre, je sais pas parce que si c'est le climat ou si c'est autre chose, mais au cas où je vous mettrai le lien de l'engrais que j'ai acheté là, des petites billes qui sentent un peu le fumier là. Oh là là, ça booste hein. Bon, en même temps, est-ce que c'est dû à ça? Parce que regardez dans le jardin, tout booste. Vous voyez bien comment c'est verdoyant. Tout booste. Bon, alors évidemment, on remarquera là, sur le fond d'écran là, que vous avez un truc d'herbe derrière chez moi qui est bien tondu. Donc ça, c'est le truc de la mairie. Ça fait pas très naturel. Moi, je préfère quand ça pousse un peu. Vous voyez, quand c'est... bon, après, chacun sa vision des choses. Bon, ça fait pas très... vous voyez, ça fait un peu... très citadin là derrière le jardin, où tout est coupé à moins de 1 mm de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus plaisant quand la nature reprend ses droits et qu'il y a des grandes herbes, vous voyez, des grandes fleurs, des trucs comme ça, quoi. Moi, je préfère. Sans évidemment se laisser submerger par le bordel. Voilà. Donc là, toujours en train de creuser mes petits trous pour les tomates, hein. Tranquillou. Donc oui, hein, je répète l'importance de mettre la même terre. Quand vous faites pousser en pot vos pieds de tomates, toujours mettre la même terre. Comme ça, quand elles arrivent, quand ils sont rempotés finalement dans le potager, ils sont habitués à cette terre. Les racines sont complètement habituées à se nourrir de ça.
Voilà. Et donc là, regardez, je vais chercher les orties dans le coin. Et voilà, il reste juste à mettre quelques feuilles d'ortie. Évitez de mettre les racines, bien entendu. Évitez de mettre les graines, si ça a déjà grainé. Vous virez les graines, et voilà. Sinon, bon, en même temps, si c'est vraiment sous terre, sous le pied, ça aura plus de... Et vu s'il y a déjà un enracinement de la tomate, bon. Après, je n'ai pas souvenir que les pieds de tomate, les orties aiment beaucoup pousser à côté des pieds de tomate. Par contre, ce qu'ils adorent, les orties, c'est pousser entre les framboisiers. Alors ça... D'ailleurs, ça doit être peut-être, parce que vu que les feuilles sont à peu près similaires, peut-être qu'il y a quand même un petit... Voilà, peut-être ils sont cousins ou un truc comme ça, je sais pas, hein, mais... en tout cas, ils s'aiment bien. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ortie et le... Voilà, d'ailleurs, l'ortie surpasse et bypasse en général le framboisier et le tue, hein, donc il faut faire gaffe que ça pousse pas trop. À savoir, l'ortie est une plante comestible, la plante pour moi des premiers hommes, avant on se nourrissait de ça, c'est vraiment une plante en termes nutritionnels exceptionnelle. Moi je mets des feuilles d'ortie dans un mixeur et je mélange ça au jus de citron. Voilà. Et ça vous apporte du fer, de la vitamine C, des protéines, c'est vraiment une plante, l'ortie est vraiment une plante très très complète et excellente. Alors, excellente en termes nutritionnels. À boire dans un shaker avec du jus de citron, c'est deg. Hein, c'est dégueu. Mais voilà. Mais si vous voulez vraiment avoir toutes les propriétés de l'ortie, il faut le prendre, il faut le manger cru. Voilà. Donc c'est reparti pour les orties. Alors l'ortie doit être découpée quand vous la mettez en terre, doit être prise tout de suite. Il ne faut pas la conserver, vous ne pouvez pas conserver l'ortie et la mettre ensuite. Ça c'est pas bon parce qu'elle va perdre certaines de ses caractéristiques. Il faut la couper et tout de suite la mettre sous terre. Comme quand vous la mangez. Quand vous la mangez, le mieux c'est de garder la... Comment dire? C'est de garder la... voilà, de couper tout de suite, de mettre ça dans le mixeur instantanément. Mais de pas garder le truc, sinon vous allez perdre la vitamine C, vous allez perdre... il y a beaucoup de nutriments qui vont se perdre et de vitamines qui vont se perdre. Voilà, donc là on reprend la terre. Après, le surplus de terre, je vais les mettre dans un pot, puis je vais redégager ça dans le potager. Voilà. Bon, ça fait du bien un peu le potager, ça fait énormément de bien de faire ça. Parce que vous êtes toujours derrière les ordinateurs et tout, ça fait du bien. Parce que finalement, on sait très bien, vous voyez, faire les tomates, c'est pas rentable. Bien que le plaisir des enfants d'aller chercher une tomate, et puis... Alors, il y a le goût de la tomate de votre jardin n'a strictement rien à voir. C'est un peu comme les pommes, vous savez, la pomme qui sort de votre pommier, elle est... comment dire? Vous savez, on sent qu'il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur, c'est pas que de l'eau. Vous sentez qu'il y a, vous voyez, c'est beaucoup plus compact. Il y a beaucoup plus de nutriments dans une pomme de chez vous. Elle contient beaucoup plus... Elle a eu le temps de mûrir, elle a eu le temps... Et c'est pareil pour les tomates. Et pour les salades, c'est exactement pareil. Une salade qui sort finalement de votre potager a beaucoup plus de goût, elle est croquante, vraiment, il y a vraiment une différence en termes de goût. Alors évidemment, ce n'est pas rentable. Il est bien plus rentable d'acheter sa salade à Lidl, je ne vous le cache pas, parce que en termes de temps, c'est vraiment, ça demande énormément de temps. Mais bon, après, il y a aussi l'aspect psychologique. Vous savez, le fait de s'occuper de la terre, de s'occuper de son petit jardin, tout ça, et enfin, voilà, vous retournez, voyez, vous êtes au contact avec la terre. C'est important d'être au contact des choses naturelles. Donc là, on est dans le darwinisme le plus pur, c'est-à-dire là, vous êtes au contact de la terre, et les erreurs que vous allez pouvoir faire dans votre potager coûteront la mort, voyez. Donc là, on n'est plus du tout dans un système, on va dire, comme actuel. Hein. Si vous voulez, quand vous occupez de votre potager, vous n'êtes pas dans le système, on va dire, contemporain, social. C'est-à-dire où la faiblesse et où les erreurs peuvent être occultées, ou alors, bon voilà, les autres feront. Si vous faites une erreur ou si vous êtes feignant dans votre potager, une erreur, ça coûte la mort à votre potager, votre plant de tomates, si vous ne l'avez pas hiverné, voyez, ou si vous n'avez pas mis de trucs, tout peut mourir très rapidement. Donc si vous en occupez pas. Donc là, on est vraiment face à... Voilà, et vraiment, je pense que vous ne pouvez pas comprendre le darwinisme tant que vous ne faites pas ça. Parce que là, tant que vous ne vous occupez pas des animaux, tant que vous ne vous occupez pas de la terre, vous ne pouvez pas comprendre.
Parce que vos erreurs ne vous coûtent pas dans une entreprise. Une erreur, ça va pas vous coûter la vie. Votre pied de tomate, si vous faites une erreur, ça lui coûtera la vie. Et vous voyez, et après, en plus, votre saison, elle est foutue. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut vraiment... le potager vous apprend quand même une certaine rigueur. Et même de vous occuper aussi des poussins et des poules et tout ça. Ça demande quand même une certaine rigueur. Voilà, parce que même les poules, ce sont aussi des animaux. Et il faut... voilà, il faut bien s'en occuper, et sinon voilà, sinon c'est des bactéries, sinon c'est des maladies, sinon c'est tout ça, voilà. Mais il faut pas aussi, vous voyez, là c'est bien parce que on n'est pas dans un système intensif, les choses prennent le temps de pousser, c'est pas aseptisé, tout n'est pas coupé au millimètre près, vous voyez, c'est pas à l'usine. Et finalement, la nature aime bien vous voyez, la nature aime bien ça. Donc par contre, je me rends compte, j'ai pas mis d'œillet d'Inde, ni de... j'aurais peut-être dû en mettre, hein, ou je vais mettre de la nette, ou des trucs comme ça. Bon, ceci étant, je vais mettre aussi des petites pièces de cuivre à l'intérieur du potager, donc c'est des petites billes de cuivre ou des petits carrés de cuivre, et ça permet, avec les orties, d'éviter les maladies sur les plants de tomates. Parce que là, si ça reste humide comme ça, les maladies vont débarquer. Après, tout dépend si le soleil reprend sa place ou si ça reste humide, mais chaud et humide, ça pour les bactéries, et pour les maladies des pieds de tomates, voilà. Et donc, les pieds de tomates. Alors, le problème des pieds de tomates, c'est que je les ai pas traités là, et il y a déjà des fleurs. Alors, mettre de la bouillie bordelaise sur les fleurs, c'est pas forcément le top du top qu'on puisse faire, c'est pas conseillé du tout. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Ah, là, on aperçoit un coq. Un petit coq quand même en bas à gauche, et voilà, qui fait cocorico, qui est obligé de gueuler. Donc le coq, lui, est extrêmement dominant. D'ailleurs, je comprends pourquoi il fut un temps, le coq pouvait être le symbole d'un pays comme la France, vous voyez, où le logo finalement de la France était un coq. Tiens, je lui jette un petit bout de terre pour qu'il se la ferme. On peut comprendre pourquoi le coq était l'emblème de la France, et que le coq est très querelleur. Le coq revient toujours à la charge. Alors c'est vrai que maintenant ça n'a plus aucune signification, le coq, dans nos civilisations, parce que la civilisation française n'est plus du tout finalement représentée par le coq. Finalement, ils n'ont même plus je pense que le français n'a aucune signification de ce que c'est qu'un coq, mais le coq est un animal mâle très viril, qui est très querelleur, qui protège sa famille, qui protège ses poules, donc qui protège finalement pas son cheptel, mais ouais, c'est ça, ouais, qui protège finalement ceux avec qui il tourne. Et c'est un animal très courageux. Le coq est un animal très très courageux. Voilà. Et puis un coq, si il vous attaque, vous le dégagez, hein, vous lui faites une petite tape ou lui mettez un petit coup de jet d'eau, sur le coup il s'en va, mais dans 2 jours après il vous réattaque, et ainsi de suite. Un coq, et voilà, le coq reviendra toujours à la charge, et je pense que il y avait une grande signification du coq à l'époque, mais qui a été oublié parce que les gens n'ont plus de coq, tout simplement, et qui sont, vous voyez, des gens, des technocrates là, ou des étatiques qui ne vivent que dans comme les dirigeants, qui ne vivent que dans les sphères, on va dire, parisiennes et tout ça, n'ont plus du tout aucune signification finalement de la sociabilisation et de l'aspect social d'un coq. Mais vraiment, on peut comprendre pourquoi il fut un temps le logo était un coq. Alors parce que déjà, le coq, tout le monde en a. C'est plutôt important d'avoir un coq. Et d'ailleurs, on voit ça dans toutes les civilisations, il y a toujours des coqs et des poules. Parce que finalement, ce sont c'est de la protéine sur pattes. Pas dans le sens où on va les bouffer, mais dans le sens où finalement c'est des transformateurs de protéines, où ils ramassent les vers de terre, ils ramassent tout un tas de trucs, les insectes et tout, ils vous les transforment en œufs, et ça fait de la protéine. Et on sait très bien que la protéine, c'est le nerf de la guerre. Donc toutes les civilisations, que vous alliez partout, en Russie, en République dominicaine, aux États-Unis, en Afrique, au fin fond de la campagne burkinabèse, il y a des coqs et des poules et des pintades. Voilà, donc là je ramasse encore des orties. Voilà. Voilà. Alors en tout cas, pour en revenir, le coq n'a plus aucune... Enfin voilà, c'est vraiment... La France est devenue l'inverse du coq.
si vous voulez, quand vous voyez la virilité d'un coq, ça n'a absolument plus aucune mesure avec ce qui se passe dans notre pays. Ok, voilà, voilà. Oui, et donc, là je lui jette des petites mottes de terre au coq parce que il arrête pas de gueuler. Mais ils ont tellement confiance en moi, ces animaux, et d'ailleurs ils peuvent avoir raison, et à raison. Mais là, ils croient que je leur... Et le pire, c'est que je lui lance une petite motte de terre pour qu'ils se la ferment, mais en fait, ils croient que c'est des vers de terre, parce que je suis habitué à leur jeter des vers de terre, donc en fait, ils se ruent sur le truc, pas du tout comme si c'était quelque chose de dire ferme-la, mais genre c'était un cadeau, quoi. Ouais, donc bon, pas bon du tout. Bon, en tout cas, c'est un réel bonheur de travailler dans de la terre en France. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait, par exemple, j'avais creusé des tranchées au Burkina quand j'étais plus jeune, dans un potager aussi. La terre était dure comme du béton. Déjà, faire pousser des trucs, c'était quasiment impossible parce que y a pas d'eau. Mais la terre était vraiment, mais vous vous rendiez pas compte, hein, c'était même avec une pioche, c'était d'une dureté, c'était comme casser du caillou. Hein. Donc là, on a vraiment de la chance d'avoir des sols fertiles. Enfin, quand vous faites du potager en France et que vous en avez fait, par exemple, en Afrique, dans les campagnes du Burkina, je peux vous dire que vous savez pourquoi la France, voilà, c'est vraiment très fertile et c'est vraiment très plaisant de faire du potager ici, quoi. C'est pas du tout, c'est pas du tout la même vie. Hein. Mais par contre, c'est pas du tout la même vie, mais c'est les mêmes humains. C'est-à-dire, c'est toujours essayer de faire pousser quelque chose, de se nourrir, de créer, de dupliquer, de faire de la reproduction. Vous voyez, donc les climats sont différents, mais en soi, ce qu'on est au fond de nous, entre le jardinier là, entre le jardinier burkinabé, et qui essaye de faire pousser quelque chose dans une terre aride comme pas possible, et un gars comme moi là qui est en train de faire sa petite terre ici, c'est exactement le même principe, hein, le même principe de survie, de nutrition, de tout ça. Après, la seule chose qui change, ça va être le climat. Et finalement, et la récolte et la production, c'est toujours le climat et la qualité de la terre. Mais en soi, l'humain est le même. En général, c'est plutôt le climat qui change. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous allez dans des campagnes africaine, la population est beaucoup plus dure, beaucoup plus costaud, beaucoup plus robuste, parce que la vie, voilà, moi là je malaxe de la terre molle, ces gens-là malaxent de la terre dure comme du béton, hein. Donc voilà pourquoi, et quand vous faites ça pendant 20 ans, vous voyez, vous devenez aussi dur que la terre, finalement, vous voyez. Il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais là-bas. Je marchais et je vois deux Africains au fond d'un trou, donc deux Burkinabés, ils étaient au fond d'un trou. Le trou faisait à peu près 5-6 mètres. Et ils étaient sur une couche de pierre. Et donc on voyait, il y avait le sable au début, après ça se transformait de plus en plus foncé, et après là, ce qu'ils étaient en train de taper, on entendait avec les pioches, c'était la pierre. Et donc ils se relayaient à deux. Et il y en avait un qui parlait français. Et ce qui est d'ailleurs qui était plutôt rare dans une campagne du Burkina, et le mec, et je lui dis, mais pourquoi, je lui dis, mais vous allez vous casser, quoi, la pioche va se casser, là, vous êtes en train de creuser la pierre, là, en plus, à 6 mètres de profondeur, il creusait une fosse septique, les mecs, hein. Et ce gars il m'a regardé, toute la journée, il venait de creuser avec son gars, hein. Il m'a dit, mais c'est pas l'humain qui se casse face à la pierre, c'est la pierre qui se casse face à l'homme. Cette phrase a fait beaucoup. Cette phrase, je pense, a régi une bonne partie de ma vie. C'est pas l'homme qui se casse face à la pierre, c'est la pierre qui se casse face à l'homme. Et il a continué de casser la pierre avec sa pioche sous une chaleur démente. Je sais pas si vous voyez c'est quoi la chaleur là-bas. Et voilà. Et vraiment, ouais. Et on voit, je vois un peu les choses différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez vu des choses comme ça, des vaillants comme ça, vous voyez maintenant des gens là. Vous voyez, il y a des choses que vous acceptez plus. Honnêtement, vous acceptez pas. Parce qu'on a vu c'était quoi l'humain. Vous voyez, des vrais humains dans une vraie situation, quoi. Donc là, pour vous dire, c'est vraiment une partie de plaisir de faire ça dans de la terre aussi molle, en plus aussi fertile et tout. Vous vous rendez pas compte, hein.
On a vraiment une chance inouïe d'être dans cette zone géographique avec une terre, voilà, une terre exceptionnelle. Donc là, vous pouvez voir derrière la poule qui regarde et qui voudrait bien des vers de terre. Parce que là, elle le sait, normalement, elles sont habituées à être avec moi. Alors, je fais ça à la fin de la saison, quand il n'y a plus rien finalement. Ou alors en début de saison, quand il n'y a plus rien aussi. Ou alors pendant l'hiver. Et alors là, ils sont avec moi et ils ramassent tous les vers de terre. Et ils adorent ça. Ah là, je peux vous dire qu'ils sont heureux. Donc là, c'est bientôt la fin. Je vais bientôt mettre mes piquets à tomates. Alors, mes piquets à tomates, je vous conseille, je vous mettrai le lien si vous les voulez. Ce sont des piquets à tomates courbés. Vous savez qu'ils font un tourbillon. Franchement, c'est le best du best. Vous n'avez pas besoin de les attacher. Vous voyez, ça c'est... Voilà, alors. Avec ces piquets à tomates, là, arrondis, vous n'avez pas besoin de les attacher ou quoi que ce soit. Et en fait, vous les faites passer entre l'arrondi après les pieds de tomate quand ils grandissent. Alors, il faut bien l'enfoncer. Parce que quand le pied de tomate, bah, évidemment, pousse, sinon, il va avec le poids des tomates, s'il y a du vent et tout, ça va faire tomber ou ça va décaler le piquet. C'est pas bon du tout. Il faut vraiment bien les enfoncer. Voilà. Alors, je vous conseille évidemment les piquets en métal, parce que ceux en bois ou en bambou ou ce que vous voulez, bah, conservent les bactéries et contiennent les bactéries. Je vous déconseille aussi les piquets droits, parce que les piquets droits, vous êtes obligé d'attacher vos tomates. Vous ne pouvez pas les enrouler autour du tournicotis là. Voilà, vous voyez, et donc là, vous voyez, vous enroulez autour du piquet le pied de tomate et il tient tout seul. Et c'est vraiment fantastique. Le problème du piquet droit, c'est que quand vous attachez le pied de tomate avec finalement une ficelle ou avec un truc en métal, s'il y a du vent, ça peut couper le pied de tomate. Ça peut carrément le lacérer. C'est vraiment, je vous déconseille fortement de mettre des piquets droits et d'attacher vos pieds, ou alors des gros piquets et les attacher avec un espèce de corde, mais pas fine, une corde assez voilà. Et là donc vous pouvez attacher, donc si les piquets tombent entre eux ou vous voyez il y a un problème, vous pouvez les attacher entre eux et les attacher à la clôture. Vous voyez, vous faites un mécanisme histoire qu'ils s'entretiennent les uns et les autres. Parce que le problème c'est quand le piquet commence à tomber ou à se désolidariser, là c'est pas bon du tout. Voilà. Donc là je ramasse les petits pots. Vous voyez, ça commence là, voilà. Donc là, ça commence vraiment bah voilà, à être pas mal. Donc là, je remets les petits trucs. Ouais, là, j'essaye de retendre le truc. Parce qu'il faut vraiment que finalement les bâches se superposent. Sinon, vous allez avoir des mauvaises herbes qui vont passer entre les interstices. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc là, je suis en train de ramasser les piquets et d'essayer de trouver... Et j'essaye aussi de trouver des aiguilles, si je ne me trompe pas. Des petites aiguilles. Voilà. Voilà, surtout bien l'enfoncer. Donc là, c'est bientôt la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je fais toujours des vidéos très différentes. Hein. Parce que ma vie ne se résume pas à une seule chose. Je ne suis pas qu'un informaticien, qu'un mec dans la finance, ou qu'un jardinier, ou qu'un cuisinier.
Nous sommes beaucoup de choses, on ne peut pas nous cataloguer, donc évidemment mes vidéos ne sont pas focus sur un seul domaine, je suis quelqu'un de complet et ma chaîne YouTube sera une chaîne complète où je parlerai de beaucoup de choses parce que je m'intéresse tout simplement à beaucoup de choses. Voilà, donc là les derniers piquets, donc là, alors je vous mettrai le lien, donc moi de toute façon il faut que j'en rachète, donc je vais retrouver le lien et je vous donnerai le lien des piquets pour acheter... justement pour acheter ces piquets sur Amazon. Vraiment ces piquets en tournicotis, hein, ça a vraiment une riche idée. Alors il valait cher, donc j'en avais pas acheté énormément, mais je regrette, hein. Là il faut que j'en achète plus. Parce que c'est aussi un gain de temps. Parce que le problème c'est que quand vous mettez un piquet droit, que vous attachez le truc, que ça continue de pousser, après il faut réattacher, réattacher, réattacher. Tandis qu'avec le piquet tournicotis, vous avez juste à l'enrouler, il passe entre les trucs là, et ça s'attache tout seul, mais sans aucun mécanisme, vous voyez, sans aucune ficelle, ou sans aucun... Vous voyez, c'est vraiment... ce truc là, c'est vraiment super. Hein. Ah vraiment, hein, j'en suis vraiment très content. Comme l'histoire des bâches là, sur le coup ça coûte un peu cher, mais avec le temps que vous économisez, c'est sans commune mesure quoi. Voilà, donc là j'ai pris des aiguilles pour justement continuer à attacher un petit peu... Ouais, alors le but c'est de mettre les aiguilles, vous piquez l'aiguille sur la superposition des deux bâches. Très important, parce que là vous voyez il y a deux bâches finalement qui se superposent, et il faut planter au milieu des deux bâches. Voilà. Donc là, vous voyez, en plus, là où je marche, à la base, il y a quand même des fraisiers, mais j'ai pas eu le temps. Avec le coronavirus, il y a eu beaucoup de boulot qui s'est rajouté, et j'ai pas eu le temps de m'occuper vraiment du jardin et tout ça. Donc là, je plante les tomates pour les enfants, et voilà. Non, parce que finalement, c'est pas forcément moi qui vais les manger ni les cueillir les tomates, hein. C'est surtout les enfants, voilà. Les enfants qui adorent ramasser les petites tomates cerises. Et ils ont bien raison d'ailleurs. Et finalement, je fais ça parce que moi, quand j'étais petit, quand il y avait mon grand-père, et puis quand il y avait ouais, pas mon père, mais surtout mon grand-père, qui plantait des tomates, tout ça, et ben j'aimais bien aller dans le potager, aussi à la campagne. Alors c'était en Sologne, c'était pas au même endroit, mais j'aimais bien aller dans le potager, puis aller ramasser les fraises, ramasser les trucs et tout. Et vous voyez, finalement, je reproduis ce qu'a fait mon grand-père. Alors, et j'espère que mes enfants, eux aussi, ils auront un petit lopin de terre, et de temps en temps, ils feront aussi pousser des trucs pour leurs enfants, vous voyez. Je pense que pour garder son équilibre mental, c'est important de rester en contact avec la terre. Ah oui, donc là, j'enlève un peu des petites mauvaises herbes autour des pieds de salade, parce que les pieds de salade, ça aime pas du tout, si vous voulez, c'est très fragile, enfin c'est pas que c'est fragile le pied de salade, mais ça aime pas se faire emmerder. Le pied de salade n'aime pas se faire emmerder. S'il y a quelque chose qui pousse, même le pied de salade va arrêter de pousser, quoi. Il va arrêter, il va laisser l'autre pousser. Vous voyez, c'est comme le pied de salade, c'est comme quelque chose, un gentleman très courtois, qui laisse passer les gens, mais le problème c'est qu'il laisse passer tout le monde, et à la fin, il en crève, quoi. Vous voyez, c'est un peu le pied de salade, c'est un peu notre Jésus, quoi. Donc voilà. Et donc là, voilà. Alors, il faut savoir, en plus, quand c'est bâché, regardez, c'est très facile de pouvoir se déplacer dans le potager. Quand il pleut, vous n'avez pas les pieds pleins de merde, c'est facile de marcher. En plus, vous voyez bien. Alors, par contre, le problème du bâchage, c'est quand vous avez des petits poussins, donc eux vont passer, vous voyez la clôture là, les petits poussins vont passer entre la clôture, et le problème c'est que le petit poussin, surtout quand c'est pas un noir, mais quand c'est on va dire un roux ou un gris clair, ou un blanc d'ailleurs, on va le voir sur la bâche.
et les oiseaux de proie vont venir le bouffer sur la bâche. Parce qu'en fait, il va faire le truc blanc, finalement un truc blanc qui est en train d'essayer de gratter des trucs sur le potager sur la bâche noire, un petit poussin blanc, et ben ça va faire comme un, vous voyez, comme un point rouge sur un radar pour l'oiseau de proie. Et à chaque fois, les petits poussins se font dégommer comme ça, ils se font dégommer. Et en plus, vu que les poules, elles, ne peuvent pas passer sur ce potager, vu qu'il y a le grillage, et ben l'oiseau de proie arrive, bouffe le poussin, et hop, et il se renvole avec le poussin. Donc voilà, alors voilà, si vous deviez faire quelque chose, alors le problème, il faudrait que je mette une double clôture en micro pour... Je suis occupé, je reviens après. Et il aurait fallu mettre une double clôture sur le truc. Pour que les petits poussins ne passent pas. Mais bon, allez, par saison, il y en a un ou deux qui se fait becter. Voilà. Donc bah voilà, ça commence à être terminé. Voilà, en fait finalement j'ai jeté la terre là dans le potager. Hop, et puis voilà. Et donc voilà, donc après évidemment le bâchage va continuer et à la fin tout le potager sera bâché avec mes petites cultures. Voilà. C'est vrai, alors avant je mettais de la paille, c'était pas mal aussi la paille, mais c'est franchement la bâche est moins emmerdante que la paille, il faut le dire. Voilà. Alors. Voilà. Alors là, évidemment, il n'y a pas encore eu le... Oui, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et ben, n'hésitez pas à liker ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous referai d'autres vidéos, finalement, du potager. Si je plante d'autres trucs, ou même pour planter des arbres, ou sur la taille des arbres. Peut-être que je vous ferai aussi des boutures, des vidéos sur les boutures. Ce qui peut être pas mal, voilà. Donc là, je vous emmène voir... Ah bah voilà, alors là, je vous montre le coq. Le coq pas content. Voilà, Voilà, donc là vous pouvez apercevoir celui qui criait dans tous les sens. Un petit bonjour. Voilà. Donc voilà le résultat du travail. Donc là, normalement, on devrait pas être trop emmerdé. Alors évidemment, là, il va falloir après que je taille un petit peu les pieds de tomates sur le bas. Voilà. Donc après, je vais virer la terre aussi, ou sinon elle s'en ira d'elle-même quand il va pleuvoir. Hein, elle va glisser tranquillement et repartir dans les zones non bâchées. Voilà. Alors là, vous pouvez voir les petits pieds de tomates, de salade, excusez-moi. Oh là là. La fatigue, voilà. Les petits pieds de salade qui poussent tranquillement. Et ça va me donner des bonnes salades pour la famille. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas le top, mais on fait avec. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et n'hésitez pas, voilà, à liker, à vous abonner. Et je vous ferai d'autres vidéos diverses. Hein. Je fais beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se quitte sur une belle vue depuis mon jardin, vous voyez, avec une petite route où il n'y a jamais personne. Voilà. Ici, c'est sympa la vie. Allez, bonne journée à vous.